Nous allons maintenant assister à une très belle conférence sur les cauchemars et sur les rêves. Que disent donc les cauchemars de l'état de notre cerveau? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un état de stress? Que traduisent aussi les rêves? Est-ce que c'est une activité intense et voire anormale du cerveau? Et pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Marc Ré. Je demande d'abord que vous applaudissiez Anne Jean-Blanc qui va animer cet échange, qui est journaliste au Point. Et donc le docteur Marc Ré, neurologue, président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Le docteur Ré est l'auteur du livre « Quand le sommeil nous éveille », donc qui est disponible auprès de notre libraire et donc que vous accepterez, je pense, de dédicacer au terme de cet échange. Et vous allez être rejoint par Victor et Suzy, sauf s'ils interviennent dans un second temps, mais ils interviennent dans un second temps pour vous poser des questions. Donc Anne, c'est à vous. Absolument. Alors c'est notre dernière table ronde. Après, vous aurez un morceau musical absolument merveilleux. Même si vous êtes fatigué, je vous conseille de ne pas dormir tout de suite parce qu'on va parler d'un sujet passionnant. On va parler des rêves et éventuellement des cauchemars vus par le chaman, le psychanalyste et le scientifique. Pourquoi vous avez choisi ces trois types de personnages? Alors, j'ai choisi ces trois types de personnages parce que c'est comme ça que c'est apparu. Les rêves ont fasciné l'humanité depuis le début, mais d'abord c'était les chamans qui s'intéressaient aux rêves. Puis en 1900, ça a été Freud, avec la psychanalyse, expliquant que l'interprétation des rêves. Et à partir de 1955, c'est les neuroscientifiques qui ont commencé à s'intéresser aux rêves, parce que les neuroscientifiques, eux, s'intéressent aux rêves comme une production du cerveau. C'est notre cerveau qui produit les rêves. Qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Qu'est-ce que fait notre cerveau quand on rêve? Pour le psychanalyste, le rêve, c'est une production de la psyché, de notre vie psychique. Et donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce à quoi on rêve? Et pour le chaman, le rêve est une production des esprits, pas forcément d'une autre, j'y reviendrai. Et donc, le rêve, vu par le neuroscientifique, parce qu'on va faire le chemin inverse. Oui. Donc, on va plutôt d'abord partir sur le neuroscientifique. Oui, c'est mieux. On est plein de sciences en ce moment. On adore ça. On a des explications scientifiques. Alors, la première question, c'est on rêve pendant le sommeil, mais quand pendant le sommeil? Eh bien, il a fallu qu'on mesure le sommeil. Bien sûr. Et on ne le mesure que depuis 1968. D'accord. C'est récent. C'est grâce aux petits étudiants là, voilà. sur les pavés de la plage. Tout à fait. Donc, il a fallu qu'on s'entende, parce qu'on a commencé à enregistrer le sommeil dans les années 50. Mais il a fallu attendre 1968 pour que tout le monde soit d'accord en disant, voilà, pour enregistrer le sommeil, il faut enregistrer le cerveau, les yeux, parce qu'on bouge les yeux à certains moments, et le tonus postural, parce que... Oui. On bouge les yeux, mais les yeux sont fermés ou est-ce qu'ils s'ouvrent? Oui, c'est ça. Non, ils sont fermés. Ils sont fermés, on bouge quand même. Et voilà. Et ça a été une grande découverte d'Asserinsky, qui était l'élève de Kleitman, parce que quand on enregistrait le sommeil, on enregistrait sur support papier. Et donc, on avait des plumes qui traçaient sur le papier, qui défilaient. Et donc, Asserinsky voit que le sujet avait une activité électrique cérébrale qui était proche de la veille, et puis que le sujet bougeait les yeux. Alors il s'est dit, il doit être réveillé. Donc il a réveillé le sujet en disant, vous êtes réveillé? L'autre a dit, non, je suis en train de rêver. Et donc on avait là un accès au rêve. Hein. Mais en même temps, il était paralysé. Et ça, c'est Jouvet à Lyon qui a mis en évidence qu'on était paralysé quand on rêve. Et donc, on n'a pas un sommeil et la veille, on a la veille et deux sommeils. Un sommeil lent dans lequel l'activité électrique de notre cerveau se ralentit. Et puis, on a des rêves là, mais qui sont assez rares et assez frustres. C'est-à-dire qu'on va rêver on va faire les courses. Bon, mais que tout se passe bien. C'est pas passionnant, voilà, ça. C'est pas passionnant. Par contre, le sommeil paradoxal, on a une activité électrique cérébrale comme quand on est réveillé. Mais par contre, là, on va avoir des rêves qui sont très chargés en émotions.
qui sont des histoires dans lesquelles on agit. Par exemple? Là, par exemple, vous pouvez avoir un gros monstre qui se précipite sur vous, ça va être un cauchemar. Ouais. Les cauchemars, c'est des mauvais rêves avec une émotion très négative. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on va vous en vouloir, que c'est quelque chose. Ça peut aussi être des beaux rêves. Ils sont moins fréquents. Le cauchemar est un rêve. Le qui cauchemar tourne mal. est un rêve, mais c'est un mauvais rêve. D'accord. C'est-à-dire un rêve qu'on trouve négatif. D'accord. Alors après, selon les gens, si vous voulez, quand c'est un rêve négatif, c'est-à-dire j'ai perdu mes clés, je passe mon temps à les chercher, c'est pas un gros cauchemar. Ça, c'est simplement un truc banal. Ça arrive tout le temps. Mais voilà. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui est avec une tronçonneuse qui me court après pour me couper en deux, ça, c'est un cauchemar. D'accord? Donc, selon le niveau d'angoisse, ça va être un gros cauchemar. Et vous voyez que même les ruminants, là, vous avez 2 vaches. Il y en a une qui est complètement sur le côté, elle est en sommeil paradoxal. Ouais. Mais quand elle est comme ça, elle est facile à attraper pour un prédateur. Oui, bien sûr. Donc vous voyez que le sommeil, ça va être vachement important parce que elle risque sa peau, là. Alors que celle qui est en sommeil lent à côté, vous voyez, elle est un peu redressée, elle va probablement pouvoir réagir plus vite que l'autre qui est complètement paralysée. D'accord ? Et donc les rêves au cours de la nuit, eh bien, ils vont s'organiser, le sommeil s'organise en cycles, et vous voyez, le premier cycle, il y a très peu de sommeil paradoxal. Alors le sommeil paradoxal, c'est vers le haut, et le sommeil lent, c'est vers le bas. Vous voyez que le premier cycle, il y a une grande phase vers le bas, c'est du sommeil lent, et puis après vers le haut, une petite phase. Et vous voyez que le matin, il y a une grande phase vers le haut, et il y a très peu de sommeil lent. Eh bien le matin, souvent on se réveille, on a un rêve en tête. Parce que les phases paradoxales sont beaucoup plus longues. Alors justement, on se souvient du rêve parce que c'est le dernier et qu'on se réveille à ce moment-là? Alors, on se souvient du rêve chaque fois qu'on se réveille, et vous voyez qu'on se réveille à chaque fin de cycle. Oui. Donc, pratiquement, on va se réveiller et on va se souvenir, enfin, la plupart des gens... Le matin, on ne se souvient pas de 4-5 rêves de la nuit. Les grands rêveurs se souviennent de 5 rêves par nuit. Waouh! Donc ça, c'est des très grands rêveurs. Ah ouais. Et ça, donc, c'est ce qu'on a pu étudier, c'est-à-dire que l'étude des rêves, c'est l'étude des récits de rêves. Parce que après, je pourrais vous montrer que on peut étudier d'autres choses, mais d'abord, quand on veut étudier les rêves, eh bien, on doit poser une question. Et alors, si on dit à quoi vous rêvez, on n'a pas de réponse en sommeil lent. Les gens ne disent pas du tout qu'ils rêvent en sommeil lent. Si on leur dit qu'est-ce qui vous passait par la tête au moment où on vous a réveillé, à ce moment-là, on va avoir des réponses en sommeil lent. Donc il y a vraiment quelque chose dans notre tête quand on est en sommeil lent. Et le souvenir de nos rêves est très fragile. Si je vous raconte, ce matin, j'ai fait un rêve fabuleux, et je l'ai raconté à personne. Et à midi, je dis, oh, un rêve fabuleux. Et j'en ai aucun souvenir. Il a disparu. D'accord? Donc les rêves... C'est éphémère, le souvenir, toujours éphémère, le souvenir d'un si rêve. vous ne le notez pas, c'est très éphémère. Ça s'en va tout de suite. Donc c'est pour ça que les gens qui tiennent un carnet de rêves, c'est le matin au lever qu'ils notent leurs rêves. Sinon, vous les perdez. Et ça, après, on les a plus. Il n'y a que le cauchemar qui marque, finalement. Alors, il est aussi éphémère dans son effet. Alors, le cauchemar va être éphémère quand il n'est pas récurrent. Mais pareil que d'autres rêves. Mais si vous voulez, c'est sûr que les cauchemars vont être plus prégnants parce qu'il y a un impact émotionnel beaucoup plus important. Alors après, pour étudier les rêves, on peut aussi filmer le cerveau, filmer le sujet pendant qu'il rêve. Alors ça, c'est les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je vous ai dit que quand on est en sommeil paradoxal, on est paralysé, donc on ne peut pas bouger. Mais certains sujets ne sont plus paralysés parce qu'ils ont un problème, et donc ils vont agir le rêve. Et donc à ce moment-là, éventuellement, ils vont se redresser, se battre, parce qu'il y a un cambrioleur dans la maison, etc. Et donc, eux, on sait qu'ils rêvent parce qu'ils miment quelque chose. Et puis, on peut aussi imager le cerveau pendant le sommeil paradoxal. Et donc, quand on fait l'étude des rêves sur le plan neuroscientifique, on va s'intéresser à l'analyse des récits de rêves. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde rêve? Oui. Quelle est la fréquence? Quelle est la longueur des rêves? Quel est le contenu des rêves? Et maintenant, vous avez une Dream Bank qui a 22 000 rêves, et donc vous pouvez, si vous voulez faire de la recherche sur les rêves, demander votre protocole de recherche en disant voilà, je vais chercher ça. Alors vous aurez accès à la Dream Bank pour avoir tous les récits de rêves qui ont été collectés. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme les demandes les plus fréquentes justement sur les gens qui s'intéressent aux rêves? Je veux dire que vous avez Isabelle Arnulf qui s'est par exemple intéressée aux rêves de ces sujets qui étaient paraplégiques. Est-ce qu'ils pendant leur rêve ils marchaient?
ou les non-voyants. Est-ce que les non-voyants rêvent... Qui ont vu à une période antérieure? Non, même ceux pas. qui n'ont jamais vu. Oui. Est-ce qu'ils rêvent quand même avec des images? Et donc, elle a pu montrer que ces gens-là pouvaient rêver. Et puis, bien entendu, il y a ceux qui disent ne jamais rêver. Donc, je vous dis, en moyenne, on fait 2 rêves par semaine. C'est tout? Non, 2 rêves dont on se souvient. Ah oui. Dont on se souvient. Les grands rêveurs, je vous dis, c'est 5 rêves par nuit. C'est pour ça, oui, pardon. Et puis, vous avez des gens qui disent je ne rêve jamais. Je n'ai fait faux. aucun rêve. Et ça, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les rêves, c'est plus fréquent chez les adolescents. Et ça, c'est très, très important. Il faut valoriser le rêve chez l'adolescent. C'est une période de la vie où on rêve beaucoup. Mais on rêve pas que la nuit. On rêve aussi de ce qu'on va faire dans la vie. Hein. Et ça, c'est très, très important. Et on va essayer de sensibiliser les adolescents sur l'importance des rêves. Parce que s'ils rêvent, eh bien, ça veut dire qu'ils s'ils aiment rêver, s'ils ont envie de connaître leurs rêves, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils dorment. Ah, pas mal, pas mal. Et ça, sans téléphone. C'est très, très important. Sans tablette à portée de main. Voilà. Alors, bien entendu, si vous tenez un carnet de rêves, vous avez beaucoup plus de rêves, parce que vous allez le noter tous les matins. Alors, vous voyez, la richesse des rêves, c'est variable. 40 mots, on est sûr, si vous avez un rêve que vous décrivez en 40 mots, qu'il est en sommeil paradoxal. La sensorialité, c'est très variable. C'est 40% des rêves, c'est des scènes visuelles. 1% des rêves, c'est une scène olfactive, c'est-à-dire que je me souviens d'une odeur. Je rêve à une odeur. Vous voyez, je suis dans une cuisine et non seulement j'ai éventuellement la vision de ce qui se passe, mais je vais sentir ce qui se passe. Et puis les émotions sont plus souvent négatives. C'est plutôt de la peur, plutôt de la colère, et plus rarement c'est des émotions de joie. Je veux qu'on revienne juste à la projection antérieure. Là, il y avait les adolescents et les femmes. Les femmes rêvent plus que les hommes? Oui. Pourquoi? Ah, ça, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Alors, elles ne rêvent pas qu'au prince on est des charmant, grandes dites-moi. rêveuses. Ah non. Alors, le problème, c'est que, elles ont plus de récits de rêves. Et alors, après, vous avez une interprétation plus anthropologique en disant que, au départ, les femmes se racontaient autour du foyer leurs rêves pendant que les hommes partaient à la chasse. Bon, c'est une vue qui est quand même un peu simpliste. Ça date un peu, ce genre de vue. Ça date un peu. Oui, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même... on s'entraîne à raconter les rêves. Et c'est vrai que plus vous en racontez, et plus vous avez de souvenirs de rêves. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à plus facilement les raconter. Vous n'allez pas dire qu'on est plus bavarde que les hommes, quand même. Ah non, je pense que vous avez une vie émotionnelle qui est peut-être plus riche. Voilà. Alors voilà, là on n'a pas la vidéo, mais ici ce sujet disait n'avoir jamais rêvé. De sa vie, il n'avait jamais rêvé, mais si ce n'est qu'il a eu un trouble du comportement en sommeil paradoxal, et donc il se redressait au milieu de la nuit, il agressait sa femme. Et donc, sympathique, un doux rêveur. Hein. Voilà. Et donc, je l'ai filmé. Et donc, il se redressait et il tirait à la mitraillette sur sa femme. Et ça s'appelle un cauchemar, ça. Voilà. Et ce type n'a jamais... Alors bon, ça se comprend parce que lui, en fait, il avait été mitraillé quand il était à l'armée. Et donc, mais ça, il avait aucun souvenir de rêve de sa vie. Et c'est ce qu'a montré aussi Perret, c'est la vie, c'est-à-dire qu'un certain nombre de rêves existent, mais on n'en a aucun souvenir. Ça protège peut-être sur le caractère traumatique, parce que c'est sûr que s'il avait dû revivre toute sa vie de se faire mitrailler, il n'aurait peut-être pas vécu aussi bien toute sa vie. Il ne le faisait que en sommeil paradoxal. Et donc c'est pour ça que Freud a dit à un moment donné que le rêve était le gardien du sommeil. Oui. Alors justement, avant qu'on parle des images du cerveau, à quoi sert le rêve? Vous m'avez dit que on entendait souvent les gens dire que ça nettoie le cerveau, et vous m'avez dit c'est pas une serpillière le rêve. Oui, non, absolument pas. Donc ça a quel rôle dans le cerveau? Alors ça a un rôle actuellement qui est très important dans la consolidation de ce que l'on a appris dans la journée. Et ici, vous voyez sur cette IRM, la réactivation, vous avez les deux points jaunes, c'est une réactivation d'une activité diurne, c'est-à-dire qu'on a appris aux gens à pointer sur des cibles qui apparaissaient avec une trajectoire complexe. Pendant la nuit, pendant leur rêve, ils ont réactivé ce jaune. Le lendemain, ils pointaient de façon plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a un résultat positif sur le fait que j'ai rejoué cette nuit
ce que je dois apprendre au point de vue visio-moteur. Alors, pour ce qui est du nettoyage, c'est plutôt le sommeil lent et c'est certaines phases des ondes lentes dans lesquelles on va avoir une diminution du volume au niveau des neurones et donc l'espace extracellulaire est un peu plus grand, ce qui permet de nettoyer. En effet, vous allez avoir le LCR qui va nettoyer le cerveau à ce moment-là. D'accord. Et alors, il y a beaucoup de travaux d'imagerie actuellement, ça se développe beaucoup. Alors, l'imagerie dans le domaine du oui, rêve ne se fait qu'en recherche parce que quand même, ces gens-là, il faut qu'ils dorment dans un imageur. Oui. Donc, dormir dans une IRM, c'est quand même pas simple du tout. D'autant plus qu'en IRM, on bouge pas. Et donc, quand on dort, on bouge. Vous êtes saucissonnés. Ah, ils sont saucissonnés. C'est sympathique comme expérience. Ça fait un bruit abominable. Oui, ah bah ça oui. Donc il faut quand même que vous soyez un très bon dormeur et en privation de sommeil pour arriver à dormir. Parce qu'en plus, vous avez des électrodes sur la tête. Et donc les résultats sont pas concluants finalement. C'est-à-dire, on sait certaines choses, mais on ne peut pas utiliser. On va s'en servir pour savoir comment le cerveau fonctionne en rêve. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est que vous avez des gens qui ont ce qu'on appelle des rêves lucides. Le rêve lucide. C'est quoi le rêve lucide? C'est je rêve et je suis conscient que je rêve. Je me dis, tiens, je suis en train de rêver. Tranquille. Et c'est beaucoup plus fréquent chez l'enfance, chez un type de malade qui s'appelle les narcoleptiques. Et alors, Isabelle Arnulf a pu faire un code avec des rêveurs lucides, parce qu'on bouge les yeux, je vous ai dit, au moment du rêve. Et donc, elle a dit, bon, ben, puisque vous savez que vous êtes en train de rêver, quand vous êtes en train de rêver, vous me le dites, vous bougez 2 fois les yeux à droite, 1 fois à gauche, 1 fois à droite. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, elle a eu un code comme ça. Et donc, l'individu a fait ça pendant la nuit. Alors, c'est des très grands rêveurs lucides. Mais ça, c'est quelque chose qui est très connu. Parce que le marquis de Saint-Denis, en 1867, avait dit les rêves et les moyens de les diriger. Parce qu'il avait un cauchemar récurrent. Donc il avait un cauchemar où il y avait des gros monstres qui se précipitaient sur lui, donc il partait en courant, et il sentait qu'il se rapprochait, il courait, il essayait de courir de plus en plus vite, mais il n'y arrivait pas. Il s'est dit un soir, ben, attends, comme je sais que je suis en train de rêver, au lieu de partir en courant, cette fois-ci, je vais me retourner. Et puis je vais lui foutre mon poing dans la figure aux monstres, quand même. Non, je vais les décrire, je vais regarder comment ils sont. Et il décrit, et donc ces silhouettes, elles parurent ralentir ses mouvements, perdre sa netteté, et l'espèce de machin est tombé comme un costume. Ça fait pchit, et il n'a plus refait ce cauchemar. Jamais. C'est disparu. C'est-à-dire que le fait, et maintenant, on va se servir des rêves lucides dans les cauchemars récurrents. On demande aux gens de raconter le cauchemar le matin au réveil. Le soir, ils vont regarder le rêve qu'ils ont fait. Ils vont un peu modifier le scénario pour que ce soit plus sympa. Et pendant la nuit, progressivement, ça va devenir plus sympa. Ah, c'est drôle ça, c'est drôle. Et on va pouvoir s'en séparer comme ça. Donc ça, c'est... voilà. Ça, c'était l'aspect, je vous dis, des neuroscientifiques, ce que l'on sait sur comment le cerveau fonctionne pendant qu'on rêve. Mais je ne vous ai rien dit sur la signification. Non, mais c'était pas le but du jeu aujourd'hui. Non, mais après, on peut passer à la signification. Et donc, vous voyez que la différence, Isabelle Arnulf vous dit une fenêtre sur les rêves, neurobiologie et pathologie du sommeil. Sigmund Freud parle de l'interprétation des rêves, et puis Toby Nathan aussi, et les anthropologues aussi. Alors, l'interprétation des rêves. Donc, la plupart des rêves n'ont pas à être interprétés, parce que c'est des choses assez banales. Ça peut être sympa de les noter, parce que c'est des histoires sympas. Mais, si vous voulez, ça n'a pas de signification très profonde. Par contre, certains rêves bizarres, ou du fait de leur longueur, ou de leur répétition, ben, il faut les interpréter. Et là, vous avez 2 conceptions du rêve. Et on revient à nos chamans, devins et sorciers. Voilà. Hein, vous avez d'une part une interprétation, le rêve vient d'ailleurs, et puis une autre interprétation, c'est le rêve est une manifestation de l'inconscient. Alors là, vous avez affaire à des psychanalystes. Donc les psychanalystes vont vous dire, vous reconnaissez Freud, le rêve, c'est le plus court chemin pour accéder à l'inconscient. Et donc, vous avez l'interprétation du rêve, vous avez le rêve, il a un contenu manifeste, c'est en haut de l'iceberg, et en fait, il traduit un contenu latent, c'est en bas de l'iceberg. Et le travail du psychanalyste, c'est de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de partir du contenu manifeste pour dire quel était le contenu latent. D'accord ? Et le contenu latent renvoie souvent à la sexualité et à la sexualité infantile. Pourquoi ? Parce que
la fonction du rêve, pour les psychanalystes, c'est la gestion des émotions. Et on a passé quand même presque 2 jours à parler de cette gestion des émotions. Bien sûr. Et l'expression de la résolution et la résolution des conflits intrapsychiques, eh bien, c'est quelque chose de très important, probablement, pour la symbolique de la psychanalyse. Mais pas que de la psychanalyse. Mais là, on va pas chercher comment fonctionne le cerveau, là. On se dit, ben, on a des désirs qui vont s'exprimer quand on rêve. D'accord ? Et donc, le rêve est gardien du sommeil. Et alors, on a quand même maintenant des éléments pour dire que, de fait, le rêve intervient dans la régulation de l'émotion. C'est-à-dire que quand on a regardé, on a fait des collections de rêves de gens qui avaient des rêves effrayants, eh ben, on s'est rendu compte que quand ils notaient tous ces contenus, après, ils géraient mieux leurs émotions la journée. Donc le rêve vous permet, si vous voulez, de traiter des informations qui n'existent pas pour savoir comment vous réagiriez. Mais là, vous êtes tranquille, vous êtes paralysé, vous êtes dans votre lit, tout est sécure. Donc vous pouvez imaginer les pires situations, comment vous allez réagir, et le lendemain, si la situation, même si elle n'est pas aussi grave, elle se produit. Et donc on a une moindre activation amygdalienne sur des stimuli inquiétants le lendemain, parce qu'on a fait des rêves inquiétants. Et puis donc, après, ben, c'est Toby Nathan qui est ethnopsychiatre, c'est-à-dire qu'on va passer de l'interprétation psychanalytique ou psychiatrique à le rêve, une activité mentale qui débute au cours de la nuit, mais qui se poursuit dans la veille et qui doit être interprétée par un tiers, c'est là qu'il y a le chaman, qui va vous dire à quoi, le chaman, le sorcier, le prêtre, le devin, qui va vous dire quelles sont les solutions que vous invite à chercher votre rêve. Les Péruviens distinguent 2 types de rêves. Les rêves qui viennent du dedans, c'est notre vie à nous, notre vie banale. Et puis les rêves qui viennent du dehors, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui rêvons, c'est quelqu'un qui est venu nous voir ou qu'on est allé voir. C'est-à-dire que les gens, au moment où on rêve, vous savez, l'âme sort du corps et va se balader et on rencontre les ancêtres. Et qui nous disent, bon, alors pour finalement l'héritage, tu vas faire comme ça. C'est comme ça que fonctionnent les Péruviens. Alors voilà, donc tu respecteras machin et tu donneras à ta sœur, hein, parce que tu n'avais pas l'air de vouloir lui donner, mais tu vas quand même lui donner. Et donc le lendemain, elle dit, ah ben j'ai rêvé que... La sœur dit... Je vais faire. Donc je vais... Non, la sœur, elle lui dit, écoute, j'ai rêvé que grand-père m'avait dit que c'était à moi, donc tu me le donnes, quoi. et c'est juste impossible de contrarier ça. Hein, les rêves du dehors, c'est des messages. Alors ça existe depuis la nuit des temps, hein. Les messages adressés par les dieux. Avant de faire une bagarre, dans l'Antiquité, on demandait quand même au devin quelle allait être la sortie de l'histoire, si le type avait rêvé que c'était pas bon, voilà. Et donc l'interprétation, ça va être réalisé. Alors ce qui est très important, c'est que quand vous vous adressez à quelqu'un qui est baigné dans ces cultures, et qui vous dit « j'ai fait un cauchemar affreux », j'ai mon grand-père qui m'a dit ça, et on lui dit non mais c'est pas vrai, c'est un rêve. C'est justement vrai parce que c'est un rêve, parce que j'y ai rêvé. D'accord ? C'est ça qui est vrai. Pour eux, c'est ça qui est vrai. Donc il n'est pas question de dire ce n'est pas vrai parce que c'est un rêve. Tu dis non, mon grand-père est venu cette nuit, et il m'a dit ça. Et ça, c'est vrai. D'accord ? Donc il faut faire attention comment on réagit en tant que médecin. Par exemple, pour les apparats, le rêve, c'est comme un livre. Il est nécessaire d'apprendre à rêver comme il est nécessaire d'apprendre à lire. Cet apprentissage, il commence dans l'enfance. C'est-à-dire que les petits, au 4e jour, le bébé, il y a des plantes qui sont mastiquées par sa mère et elle lui fait goûter. Et puis, au 2e mois, le chaman va également lui donner des plantes pour qu'il ait des rêves droits. C'est drôle, ça. Ouais. De façon à ce que ses rêves soient droits, ne soient pas trop perturbants, etc. D'accord ? Et donc, pour les apparats en Amazonie, rêver, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toutes les nuits, et donc au crépuscule, on prépare le sommeil et les rêves. Avant le coucher, les apparats vont murmurer dans du tabac tenu dans leurs mains ce qu'ils souhaitent rêver, les informations qu'ils souhaitent apprendre cette nuit, en disant, moi, écoute, j'ai tel problème, comment on pourrait faire ? Et donc, la nuit, il va y avoir la réception des rêves, l'acquisition des connaissances, et ils vont travailler pendant leur sommeil, puisqu'ils apprennent beaucoup. Et à l'aube, on va bien entendu tous se mettre autour de la table et puis raconter.
Hein, alors, ils vous ont dit quoi? Et donc, ils ont eu les nouvelles, etc. Donc, les rêves sont vraiment associés aux puissances de la nuit. Alors, c'est très marrant parce que ils ne parlent jamais de leurs rêves diurnes. Ça vous arrive de rêver éventuellement, si vous faites une très longue sieste, d'avoir un rêve. Mais alors, ça vaut rien pour les apparats. Le rêve diurne. Donc, les fonctions du rêve, c'est d'entrer en contact avec des êtres de la nature, donc interagir avec eux, acquérir des connaissances. Et bien entendu, les moyens de lutter contre les mauvais rêves, ça va être la prière pour évacuer les mauvais esprits, la lecture des textes sacrés. Et je veux dire qu'à Marseille, on a un certain nombre de maires qui ont des mauvais rêves. On leur dit, il faut lire le Coran, parce qu'il y a quand même... Et je veux dire que c'est très très important, parce que les rêves, pour eux, c'est une réalité qui vient de l'extérieur. C'est pas nous qui rêvons. C'est à l'occasion de la nuit, on s'en va et on va être en contact avec les puissances spirituelles. C'est pour ça que c'est aussi vieux que ça. Et donc le rêve, il peut guérir ou rendre malade. Dans mon rêve, un vieil homme m'a donné des pilules et puis ça va bien. Donc ça, c'est très bien. Le rêve qui enracine, bien entendu, c'est très très marrant, mais je veux dire, un certain nombre d'immigrants vont toujours rêver au pays. Oui. Ils n'arrivent pas à rêver qu'ils sont ici. Ils rêvent du pays. D'accord ? Et donc, pour conclure, le rêve nous a dévoilé une partie de ses mystères, mais il reste insaisissable et le voyage dans le monde des rêves reste une aventure dont on ne revient pas indemne. Vous voyez que Victor Hugo le disait dans La pente de la rêverie, « Amis, ne creusez pas vos chères rêveries, ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries, et quand on s'offre à vos yeux un océan qui dort, nagez à la surface et jouez sur le bord. Car la pensée est sombre, une pente insensible va du monde réel à la sphère invisible. Et pour avoir touché quelque énigme fatale de ce voyage obscur, souvent on revient pâle. » Bravo, quelle belle citation. On va maintenant, Hélène, passer la parole à deux... Je me dirige vers Victor. Victor. Alors Victor, qui êtes-vous Victor ? Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle donc Victor Faure, je suis étudiant à la faculté de droit de Nice en 3e année. Et vous avez eu la gentillesse de réfléchir à des questions que vous pourriez poser sur le rêve. Exactement, c'est vrai que en tant qu'étudiant, très souvent on se pose beaucoup de questions par rapport au sommeil. On est une des parties de la population qui a le plus de problèmes avec ça, et aussi par rapport aux rêves et aux cauchemars, c'est vrai que très souvent il y a des choses qui restent assez inexpliquées, et en tout cas des questions qu'on se pose entre nous. Alors, votre première question. Alors, moi, tout d'abord, je voulais me demander, des fois, il y a des personnes qui, pendant leur sommeil, continuent de mettre en écoute, par exemple, des cours récités. Et il y a des personnes qui vont dire que c'est très utile et qu'effectivement, ils arrivent à ressortir des informations, alors qu'il y en a d'autres avec lesquelles ça ne marche pas du tout. En réalité, qu'est-ce qu'il y en est ? Peut-on apprendre en dormant ? Alors ça, c'est une question qui est très importante et qui est très ancienne, en effet, puisque vous aviez tout un tas de... à partir du moment où on a eu des bandes magnétiques avec des enregistrements faciles, certains ont dit on va apprendre une langue étrangère en écoutant la langue étrangère pendant toute la nuit. Alors c'est faux. Autant on consolide ce qu'on a appris dans la journée, mais pour apprendre, il faut être très vigilant, très attentif. Okay ? Alors, maintenant, il faut quand même temporiser les choses, parce que si vous apprenez quelque chose dans la journée et en présence d'une odeur, si on vous remet l'odeur la nuit, vous allez rejouer ce que vous avez appris la journée, le lendemain vous le savez mieux. D'accord ? Donc ça marche chez le rat aussi. Hein. Dormir avec l'odeur de la soupe aux choux, ça aide mieux que... Voilà. Oh, ça c'est une promesse de bonheur, ça. Alors, Suzy, peut-être ? Qui êtes-vous et donc quelle question ? Bonjour, du coup, moi c'est Suzy. Je suis en première année de droit à la faculté de Nice. Et je voulais vous remercier d'abord pour votre intervention et vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que du coup on peut dire que le sommeil est une étape nécessaire de l'apprentissage ? Ah, complètement. Et ça, c'est tout à fait capital. C'est-à-dire que si vous voulez consolider ce que vous avez appris dans la journée, il faut que vous dormiez derrière. Et certains, même, vous avez intérêt, quand vous avez beaucoup travaillé, si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, allez faire 20 minutes de sieste, vous allez déjà commencer à consolider.
Donc, à un moment donné, quand vous voyez que vous n'arrivez plus à être suffisamment réveillé pour apprendre, le fait de se dire, je fais une pause, surtout chez les étudiants, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre, et c'est vrai qu'il y a une espèce quand même de pression permanente. Donc, ne dites pas, c'est dramatique, je suis allé dormir 20 minutes. Non. J'ai consolidé pendant 20 minutes ce que j'avais appris avant. Moi, je consolide 5 fois par jour. Hein. Est-ce que vous avez encore une petite question complémentaire? Après, on va prendre une question de la salle. Pour l'instant, c'est bon. Qui demande la parole? Parce que j'imagine que vous avez aussi des questions, oui. madame, à ce niveau-là. Et ici, ensuite. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question. C'est au sujet de la paralysie du sommeil, dont je suis victime, qui fait assez peur. Et je ne comprends pas, tout simplement. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'au cours du sommeil paradoxal, on est paralysé. Tout le monde, toutes les nuits. On a à peu près entre 4 et 5 cycles par nuit si on dort suffisamment. Donc ça veut dire qu'on est paralysé 4 à 5 fois par nuit complètement. Quand on se réveille alors que la paralysie est maintenue, c'est des choses qui arrivent, ce qui s'appelle en effet la paralysie du sommeil. Donc vous êtes allongé, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas parler, et donc ça commence à être un peu inquiétant, donc vous allez essayer quand même de respirer de façon plus profonde, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas non plus. Donc vous dites, je vais mourir étouffé, en plus à côté de quelqu'un qui m'aime s'il est dans le lit, et donc c'est quand même un peu idiot. C'est assez bête, oui, je suis d'accord. Et ça va durer 15-20 secondes. 15-20 secondes, ça semble pas long quand on le dit comme ça, mais quand vous êtes paralysé, c'est juste odieux. Une fois que vous savez ce que c'est, vous savez que c'est physiologique, et c'est simplement que vous avez repris conscience, avant que la paralysie soit levée, vous savez qu'elle va se lever, parce qu'elle va se lever en 15-20 secondes. Donc c'est très très bien, et donc surtout, moins vous stressez, moins vous avez l'impression que c'est inconfortable. Madame, une question? Oui. C'est là-bas? C'est moi? Oui, madame, oui, c'est vous. C'est moi. Oui. Bonjour. Alors, c'est une question personnelle. J'étais une grande rêveuse jusqu'à l'âge de 48 ans. Enfin, je me souvenais bien de tous mes rêves. Il me manque, je me souviens pratiquement plus jamais de mes rêves. Alors, est-ce qu'en prenant de l'âge, on perd la mémoire de ses rêves? Non, moi, je l'ai attribué au fait que j'ai eu beaucoup plus à gérer une entreprise, et c'est vrai que mon sommeil était très perturbé à partir de là. Est-ce que ça peut être en corrélation? Vous n'avez pas pris de traitement particulier? Jamais. Non, parce qu'un certain nombre de médicaments vont interférer avec les rêves. Alors après, je vous ai dit que la période où on a le plus de souvenirs de rêves, c'est plus l'adolescence. Alors après, le fait d'avoir une fragmentation importante du sommeil fait que, si vous voulez, vous allez peut-être mélanger ce qui était du domaine du rêve avec ce qui est du domaine simplement de la résolution des problèmes. Et donc on n'a plus l'impression de rêver. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, il y a toujours une activité mentale, parce qu'on entend très bien dans ce que vous dites que, de fait, vous aviez plus les rêves compliqués d'avant, mais vous étiez quand même très préoccupé. Et donc, vous savez, il y a une expression qui est « la nuit porte conseil ». Et on part le soir avec des complications, on se dit « il faudrait quand même que j'arrive à trouver une solution ». Le lendemain, vous la trouvez, ou vous pouvez la trouver dans la nuit. Si vous la trouvez dans la nuit, il faut la noter tout de suite, parce que vous ne l'avez plus le lendemain. Hein. Je veux dire, c'est one shot. Je veux dire, ça, c'est très très important. Donc voilà, vous n'avez plus l'impression de trouver vos rêves anciens, mais vous avez quand même cette activité-là. Merci. Une dernière question assez courte, s'il vous plaît, parce qu'on est très minuté dans le temps. Ah oui. Très courte. Je vous remercie. J'ai aimé, dans votre présentation particulièrement, ce qui a été dit sur toutes ces sagesses anciennes, sur la lecture du rêve, etc. Je suis un peu étonné qu'on finisse par Victor Hugo, qui nous met en garde justement contre ces techniques et ces choses qui me paraissent très intéressantes. Et finalement, est-ce que cette mise en garde contre l'interprétation du rêve n'est pas un peu une des raisons du mal-être un peu occidental? Alors, non, j'ai cité Victor Hugo pour dire que c'était avant 1900 et que, visiblement, il y a un aspect de contenu latent et contenu manifeste avant Freud. Donc déjà, les artistes sentaient que quand ils rêvaient, ils avaient accès à des réalités
qui n'était pas forcément quelque chose, on peut en revenir pâle. Hein. Mais vous avez vu également, au cours de cette présentation, la présentation de la transe chamanique, au début, elle est quand même très très inquiète, et puis après, elle va domestiquer ça. Donc il y a quand même une puissance dans le rêve qui peut mettre en jeu si vous voulez, des affects très importants. Et donc, il vaut mieux être aidé. Et quand vous racontez un rêve, il faut raconter toujours les rêves à des personnes de confiance. Il ne faut pas raconter son rêve à n'importe qui, parce que on a vu avec Boris Cyrulnik qu'on peut également vous induire des faux rêves ou des faux souvenirs. D'accord ? Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez passionnant, mais qui nécessite un savoir et une certaine sagesse. Et c'est pas n'importe qui peut être un onirocrite. C'est les interprétateurs de rêves. D'accord ? Il faut faire attention. À l'onirocrite, il faut qu'il vous aime bien. Merci. Un immense merci, vraiment.